Bonjour. Toujours dans le cadre des cours relatifs à la sécurité des systèmes d'information, l'introduction, dans une première partie, nous avons vu des notions de base telles que les vulnérabilités, les attaques, les risques, les intrusions, avec des exemples d'attaques, notamment des attaques persistantes avancées. Maintenant, on attaque une deuxième partie, et toujours sur l'introduction avec des définitions. On va commencer par un domaine plus large qui s'appelle la sûreté de fonctionnement. Alors, la sûreté de fonctionnement, en anglais dependability, c'est la propriété qui permet aux utilisateurs d'un système de placer une confiance justifiée dans le service délivré par le système. En fait, ici, il y a deux mots-clés. Il y a un ensemble de confiance, il y a un ensemble de justification. Alors, la sûreté de fonctionnement, elle possède des attributs et des moyens. Sur ces deux points, on va s'attarder un petit peu dans le reste de cette présentation. Dans les attributs, en fait, c'est les facettes de la sûreté de fonctionnement. Et en fait, selon les points de vue ou domaines d'application, on va s'intéresser à la capacité d'un système à fournir telle ou telle facette ou attribut de la sûreté de fonctionnement. Par exemple, la disponibilité, c'est le fait d'être prêt à l'utilisation ou prêt à délivrer le service pour les utilisateurs autorisés. La fiabilité, c'est la propriété d'assurer la continuité de service. Alors, disponibilité et fiabilité sont deux notions différentes. Par exemple, si j'ai un billet de train qui devrait un billet avec un horaire de 7 heures du matin, par exemple, si j'arrive à 7 heures du matin et que le train ne démarre pas, il y a violation de la propriété de disponibilité. Si par contre, au cours du chemin, le train tombe en panne, là, il y a violation de la propriété de fiabilité. La maintenabilité, c'est le fait de pouvoir être réparé, évoluer, être maintenable, tout simplement. Il y a la notion de sécurité innocuité, c'est la traduction du terme anglais safety, qui veut dire ne pas provoquer de dégâts catastrophiques sur l'environnement du système. On va y revenir. Et puis, il y a la notion de confidentialité, qui est la propriété d'éviter les divulgations illicites ou pas de divulgation de l'information. Et puis l'intégrité qui est éviter les altérations ou les modifications, que ce soit accidentelles ou malveillantes de l'information et des processus. Donc ici, on voit que la sûreté de fonctionnement a 6 attributs qui sont la confidentialité, intégrité, disponibilité, fiabilité, maintenabilité et sécurité et innocuité. Maintenant, si on passe aux moyens, parce que les attributs, c'est le quoi, maintenant on passe au comment. Ça veut dire comment assurer ces propriétés de sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire les méthodes, les outils et les solutions pour, si on revient à la définition de la sûreté de fonctionnement, on avait dit c'est placer une confiance justifiée. Donc il faut être capable de fournir d'abord le service ou fournir l'attitude à délivrer un service conforme à l'accomplissement de la fonction attendue. Et puis, il y a également, pour avoir cette confiance, un ensemble de validation. Ça veut dire non seulement il faut fournir le système, mais il faut être capable de valider afin de donner une confiance dans cette attitude du système. Alors, pour fournir, il y a des moyens de prévention et des moyens de tolérance. Alors, pour la prévention, c'est empêcher par construction l'occurrence de fautes ou d'erreurs. Par exemple, éviter les fautes de conception, empêcher les fautes opérationnelles, établir par exemple une politique de contrôle d'accès, c'est faire de la prévention. Et puis de la tolérance. La tolérance, ça veut dire fournir par redondance un service conforme à ce qui est attendu en dépit des fautes. Ça veut dire, étant donné que le risque zéro n'existe pas et qu'un jour ou l'autre, il y aura des intrusions, ben, comment faire en sorte que ces intrusions n'affectent pas le système euh, de manière à l'arrêter et que le système va continuer à fonctionner. Donc, on va faire de la redondance, on va faire de la diversification. La redondance, ça veut dire on va avoir par exemple une copie du système qui va fonctionner en actif-actif ou en actif-passif. La diversification, ça veut dire qu'on va avoir par exemple un service mais qui va être délivré sous différentes formes. Par exemple, ben, on va diversifier le système d'exploitation, on va avoir un système Linux et un système Windows, on va diversifier l'application ou
au niveau applicatif, on va avoir par exemple notre serveur sur 2IS et un autre sur Nginx et ainsi de suite. Et puis, en ce qui concerne la validation, il faut être capable de valider pour donner confiance au système. Et dans ce cas-là, on utilise des techniques basées sur l'élimination de fautes, c'est-à-dire réduire par vérification la présence, le nombre, la sévérité des fautes. Là, on va employer des techniques de preuve, de test, de vérification de modèles, de vérification mathématique, de modèles check-in, etc. Et puis, il y a tout ce qui est prévision, c'est-à-dire estimé par évaluation la présence, la création et les conséquences des fautes. Ici, on parle d'évaluation expérimentale ou analytique essentiellement. Euh, Maintenant, on va cheminer sur une partie de la sûreté de fonctionnement qu'on va nommer la sécurité. En fait, la sécurité, il y a différentes définitions qui ont été données à la sécurité. Déjà, dans les attributs de la sûreté de fonctionnement, on avait une première définition qui est la safety et qui est traduite en français par sécurité et innocuité. On avait dit que c'est la prévention de catastrophes, ça veut dire aucune des défaillances ne peut provoquer des dégâts importants, par exemple dans les systèmes de transport ou de contrôle de centrales nucléaires. En cas de problème, ça ne devrait pas affecter l'environnement ou les humains qui travaillent dans la centrale nucléaire. Et c'est pas la définition qui nous intéresse, c'est plus de la sûreté de fonctionnement, c'est un peu moins que la notion traditionnelle qu'on veut utiliser pour la sécurité. Une première définition de la sécurité, c'est l'absence de risque inacceptable. On fait de la sécurité, ça veut dire on va faire en sorte qu'il n'y a pas de risque inacceptable. Là, il y a deux mots-clés, il y a un ensemble de risque et un ensemble de inacceptable. Un risque, on en a parlé dans la première partie de cette introduction, un risque, on a dit que c'est un élément composé qui contient en gros deux informations essentielles. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut protéger et quel est son degré de sensibilité. Et la deuxième, à quoi on est confronté, c'est-à-dire les menaces, et quelle est sa potentialité. Et donc, une fois on a défini les risques, en général, on les met dans une matrice qui ressemble à celle-là, vous voyez, avec des zones rouges, des zones oranges et des zones jaunes. On peut rajouter également des zones vertes. Et en fait, un risque, on avait dit, il est identifié, il est quantifié par une probabilité de réalisation de la menace. Ça reflète, par exemple, est-ce que les moyens nécessaires pour que la menace soit réalisée sont énormes? Plus elles sont énormes, plus on a besoin de moyens pour réaliser l'attaque, moins c'est probable. Et puis la gravité ici, ça traduit l'impact potentiel ou le besoin de sécurité ou la criticité de l'élément essentiel du risque. Et donc, un risque, on a dit, il est quantifié par une probabilité et une gravité, et le produit des deux, il nous donnera le fait qu'un risque soit situé dans une ou l'autre des cases de cette matrice. Donc, notre objectif, en fait, pour que ça soit inacceptable, ou absence de risque inacceptable, c'est-à-dire pour que le risque soit acceptable, il faut que tous les risques dans ces zones essentiellement orange et rouge, il faut qu'on arrive à la descendre au vert ou au moins au jaune. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'on n'ait plus de risques graves ou de risques critiques. Il y a différentes manières de traiter un risque. D'abord, un risque qui peut être transféré, par exemple souscrire à une assurance ou le transférer à un sous-traitant. Un risque, il peut être accepté dans l'État. On vit tous avec des risques, on les accepte. Du moment où la probabilité est très faible, presque nulle, ou la gravité est très faible, presque nulle, c'est un risque qui devrait être en principe acceptable. Un risque, il peut être évité, ça veut dire on n'a pas les moyens de le traiter. Dans ce cas-là, on ne va plus utiliser la fonction où on a le risque. Un serveur, par exemple, qu'on ne peut pas patcher et qui est source de problèmes, tout simplement, on va éteindre ce service. Donc, on dit qu'on a évité le risque. Ou alors, on va le traiter. Le traiter, ça veut dire faire en sorte de réduire sa probabilité ou réduire son impact, c'est-à-dire sa gravité. Dans ce cas-là, on va déployer des moyens tels que, par exemple, on va faire de la redondance, on va mettre en place des firewalls, on va faire de l'authentification, etc. Et donc, cette partie de traitement ou analyse des risques n'est pas le point essentiel de cette introduction. Nous allons y revenir avec plus de détails dans une
section ou un cours dédié. La définition 2 qu'on va utiliser plutôt aujourd'hui, c'est la capacité du système à résister aux agressions, que ce soit des agressions externes physiques ou logiques. Externes physiques comme les incendies, les inondations, etc. Et logiques, c'est-à-dire les intrusions, les piratages, etc. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à trois propriétés de la sûreté de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure, qui sont ce qu'on appelle le CIA ou CIAT, c'est-à-dire Confidentiality, Availability, Integrity, et le T veut dire traçabilité. Et donc, la sécurité, finalement, c'est l'association de trois propriétés ou quatre propriétés essentielles que sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et éventuellement la traçabilité. Alors, la confidentialité, c'est quoi? La confidentialité, on avait dit tout à l'heure, c'est pas de divulgation de l'information, ça veut dire que c'est la propriété d'une information à ne pas être révélée à des utilisateurs non autorisés. Ceci veut dire quoi? Veut dire qu'on va être capable, ou on doit être capable d'empêcher les utilisateurs de lire une information confidentielle, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également empêcher les utilisateurs autorisés à lire une information et de la divulguer à d'autres personnes. Si j'ai le droit de lire une information et que je la copie dans un fichier et que je donne à un autre utilisateur qui n'a initialement pas le droit de lire cette information, si je lui donne le droit de lire mon fichier où j'ai copié l'information, là, il y a divulgation de l'information. Les exemples d'attaque, ben, les écoutes passives, les canaux cachés, etc. Et puis, les mesures essentiellement utilisées pour assurer la confidentialité sont la classification des données pour voir d'abord qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui est secret, secret défense, qu'est-ce qui est public. Analyser tous les chemins qu'une information peut prendre pour éviter les canaux cachés, contrôler les liens logiques qui peuvent relier les informations entre elles et également utiliser des moyens de chiffrement. Par exemple, ici, on a un message qu'on veut, Alice voudrait transmettre à Bob. Eh ben, il va chiffrer ce message avant de le transmettre sur le réseau local. Donc, et sur le réseau, pardon, ce message va être chiffré, donc confidentiel, va rester confidentiel. Il y a que Bob qui détient la clé de déchiffrement, il peut le déchiffrer et le lire. On va revenir plus en détail sur les aspects liés au chiffrement. On passe maintenant à la deuxième propriété qui est l'intégrité. C'est la propriété d'une information de ne pas être altérée, de ne pas être modifiée, soit accidentellement, soit illicitement. Si je vous envoie un message, il faut que vous receviez le message intègre, c'est-à-dire reçu en totalité sans aucune modification. Donc, ça veut dire qu'on va être capable d'empêcher une modification indue de l'information, c'est-à-dire une modification par des utilisateurs non autorisés, ou même une modification incorrecte par des utilisateurs qui sont autorisés. Mais il faut également faire en sorte qu'aucun utilisateur ne puisse empêcher la modification légitime de l'information. C'est un cas particulier de l'intégrité également. Les attaques les plus connues contre l'intégrité, il y a tout ce qui est déguisement. On a parlé dans l'introduction, la première partie, de tout ce qui est spoofing, tout ce qui est rejeu. Rejeu, ça veut dire intercepter un message, éventuellement le modifier et le renvoyer. Et puis les mesures, d'abord avoir l'assurance que toutes les modifications sont approuvées et que chaque programme se comporte de manière correcte. Donc il y a des techniques de vérification de la cohérence des programmes, s'assurer qu'aucune information ne peut être modifiée par des intermédiaires et utiliser éventuellement des fonctions de hachage pour le contrôle d'intégrité notamment. Alors, typiquement, le contrôle d'intégrité, ça se passe comment? Alice, il veut communiquer avec Bob. Il veut être sûr que Bob veut être sûr que le message qu'il a reçu est celui qui a été envoyé par Alice, donc il va envoyer le message et il va également appliquer une fonction de hachage au message. Une fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique où il n'y a pas de collision, c'est-à-dire deux messages différents devraient avoir deux hashes différents. Et il envoie également le hash qui s'appelle également l'empreinte ou le condensé. Donc Bob, il recalcule le hash, il compare les deux. Si c'est égaux, ça veut dire que le message est intègre, il n'a pas été modifié. Pareil, ce point qui concerne les fonctions de hachage va être traité plus en détail dans le chapitre lié à la cryptographie. Et puis on passe à la troisième propriété qui est la disponibilité. On avait dit tout à l'heure, c'est le fait d'être prêt à l'utilisation pour les utilisateurs autorisés, c'est-à-dire la propriété d'une information d'être accessible lorsqu'un utilisateur autorisé en a besoin. Ceci suppose qu'on est capable de fournir l'accès à l'information pour que les utilisateurs autorisés puissent la lire
et la modifier et également faire en sorte qu'aucun utilisateur ne puisse empêcher les utilisateurs autorisés à accéder à cette information. Les attaques les plus connues, c'est les attaques par déni de service, on les a vues dans la première partie de cette introduction. Et en général, pour assurer la disponibilité, on va faire des sauvegardes, on va contrôler les accès, on va mettre ce qu'on appelle des PCA-PRA. PCA-PRA, ça veut dire plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Ceci de manière globale, mais la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité sont prises dans le sens large, ça veut dire de l'information, de la méta-information, et ceci nous permet d'exprimer également d'autres propriétés telles que l'authenticité, l'anonymat ou la traçabilité. La traçabilité, par exemple, ce n'est rien d'autre que l'intégrité et la disponibilité de métadonnées qui sont, par exemple, la date d'envoi d'un message, le, le contenu du message, etc. La non-répudiation, par exemple, c'est la propriété qui permet d'imputer de façon certaine une opération à un utilisateur à un moment donné et elle peut être également exprimée en termes de disponibilité et d'intégrité de méta-information. Donc, c'est la propriété ou l'impossibilité pour un correspondant de nier avoir reçu ou émis un message. Typiquement, on utilise des techniques de signature électronique. Signature électronique, on va la voir plus en détail dans ce chapitre dédié, mais d'ores et déjà, on peut dire que Alice, il prend le message, il calcule son empreinte, il le signe avec sa clé privée, il envoie à la fois le message et sa signature à Bob. Bob, il recalcule l'empreinte, il déchiffre ou vérifie la signature avec sa clé, avec la clé publique de Alice et il compare les deux. On va voir plus en détail cette partie liée à la signature dans le chapitre concerné. Et donc, on a vu c'est quoi la sécurité. On avait dit que c'est essentiellement la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et parfois on parle de traçabilité. Dans le reste de ces cours, on va se concentrer sur le comment, c'est-à-dire comment assurer la sécurité. On va voir des cours sur l'authentification, sur le contrôle d'accès politique d'autorisation de privilèges, gestion des droits d'accès, protocole de sécurité, évaluation, certification, accréditation et agrément de produits de sécurité, journalisation. On va avoir également un chapitre dédié sur les pentests, on va avoir d'autres sur les IDS, les systèmes de détection d'intrusion, les systèmes de protection d'intrusion, les SIEM également pour les systèmes Information and Security Information Event Management. Et on verra également d'autres moyens pour la sécurité. Pour le moment, on va terminer cette partie introductive et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce cours qui concerne l'un des moyens les plus importants pour fournir la sécurité, c'est tout ce qui est basé sur la cryptographie et ça fera partie de la partie 2 de ce cours. Merci, au revoir.